Bienvenue dans la salle des mémoires actuellement en chantier pour accueillir un moment émouvant d'échange intergénérationnel entre d'anciens internés passés par le camp de Rivesaltes, Ali Amran, Peter Pérez, Rose Aliagas, également Karine Burkler, elle-même fille de Louis Burkler, ancien interné, avec deux jeunes ambassadeurs de la mémoire, Éléanore Hulot et Baptiste Sagne. Leurs échanges seront animés par Céline Salaponce et Benoît Falaise, président du conseil pédagogique du mémorial du camp de Rivesaltes. Bienvenue au cœur de la salle hypostyle du mémorial du camp de Rivesaltes, conçu par Rudy Ricciotti et ses équipes. Un espace pensé pour rassembler toutes les mémoires du site. Le chantier en cours en révèle aujourd'hui la puissance brute. Un lieu de fraternité où les voix résonnent comme dans une nef de mémoire. C'est ici que va s'ouvrir un moment suspendu d'une intensité rare, un dialogue entre les générations, entre celles qui ont vécu et celles qui héritent, qui transmettent. Un échange entre mémoire vécue et mémoire transmise, entre passé et avenir, animé par Benoît Falaise, inspecteur général et président du conseil pédagogique du mémorial du camp de Rivesaltes. Merci Madame la directrice pour ce moment très important pour nous, puisque vous êtes quatre témoins, et les témoins sont au cœur du projet du mémorial, comme une sorte d'agencement entre histoire et mémoire. Et à travers vos témoignages, et avec les historiens, il y a tout un travail qui peut être fait auprès de la jeune génération. Cette jeune génération, elle est représentée ici par Éléanore, qui est à côté de moi, et de Baptiste, qui sont des passeurs de mémoire. Du coup, ils sont ambassadeurs de mémoire, et là, ils vont être ce matin passeurs de mémoire. Je vous présente très rapidement. Rose, peut-être, je peux commencer par vous. Rose Aliagas, vous aviez 1 an et demi en 1939, lorsque votre père s'est retrouvé au camp d'Argelès, qui est une mémoire très proche d'ici. Peter Pérez, vous êtes un juif autrichien interné à Rivesaltes entre février 1941 et septembre 1942. Nous avons aussi la chance d'avoir Tony Salguero ici, qui est le frère, plutôt le frère de son grand-père, de votre grand-père, a été fait prisonnier avec sa femme et ses enfants au camp de Rivesaltes, et vous êtes le descendant et le porteur aussi de cette mémoire. Et aussi Ali Amran, pour la mémoire Harki, qui tient une place très importante aussi au mémorial. Ali, vous êtes fils de Harki et vous aviez 2 ans ici au camp de Rivesaltes. Je vous laisse, Éléanore, Baptiste, pour commencer cet entretien. Donc, Peter, on va commencer par vous. Pourriez-vous nous décrire votre arrivée au camp et ce que vous avez ressenti ici ? Je suis tout d'abord heureusement surpris de voir les grands changements qui se sont faits ici, dans ce mémorial. Je suis heureux et en même temps ému de parler encore une fois à plusieurs générations. À la mienne, qui plus ou moins s'éteint dans ce monde, je vais faire mes 90 ans l'année prochaine, jusqu'au tout jeune, où je viens d'avoir une interlocution formidable et qui me donne beaucoup d'espoir pour un futur de ce mémorial. Et non pas seulement un centre de recueil pour nous qui avons passé ici les mauvais moments, mais surtout pour les jeunes, pour apprendre et mieux faire que dans les temps passés. Merci. Rose, Tony, Ali, qui dans votre famille a connu le camp et dans quelles circonstances ? C'est mon papa qui a vécu au camp
au camp d'Argelès, au camp de concentration d'Argelès, quand il est passé en 1939 par la frontière du Perthus, avec toute l'armée, les civils, les femmes, les enfants, les blessés, et toute la population qui fuyait le franquisme. Donc, il a été interné au camp d'Argelès. Et Tony, vous? Donc pour moi, c'est le frère de mon grand-père qui venait d'Espagne aussi et qui venait rejoindre mon grand-père qui habitait ici même sur Cornellà. Et sur la route même, s'est fait alterner aussi au camp ici même de Rivesaltes, qui était accompagné donc de son époux et de ses enfants. Et vous, Ali? Alors moi, c'est mes parents qui sont arrivés en septembre 62 au camp de Rivesaltes. Avant, ils étaient au camp de Bourg-Lastic dans le Puy-de-Dôme. Ils sont restés 3 mois. Ensuite, ils sont venus au camp de Rivesaltes en 62 en septembre avec mes 3 sœurs et mon grand frère. Ils y ont vécu de 62 à 64, où j'y suis né. Et Tony, comment vous et votre famille avez-vous reçu cette mémoire? La mémoire a été prise avec tristesse, puisque sur le moment, quand mon grand-père apprend la nouvelle, c'était une première. Et une première, ils n'étaient pas très bien aimés déjà quand ils se déplaçaient, par les riverains, par les habitants. Mais là, c'était compliqué parce qu'ils savaient ce qui se passait avec d'autres personnes et ils avaient peur qu'ils subissent le même sort. Et alors, ils ne savaient pas s'il était de danger de mort ou pas. Donc, avec explication, et ils ont pu savoir de suite que lui-même pouvait sortir son frère du camp de Rivesaltes parce qu'il travaillait et parce qu'il avait un domicile. Et grâce à ça, il a pu sortir son frère. Peter, qu'est-ce qui vous a aidé à garder espoir ou à survivre pendant ces moments les plus difficiles? Je voudrais vous raconter une petite histoire très triste, mais qui m'a rapproché pour toute ma vie avec les gitanos qui étaient inculpés avec moi ici, au camp de concentration de Rivesaltes. Les gitanos venaient d'Espagne. Ils sont venus avec la retirada parce qu'eux aussi, le fascisme qui s'est établi en Espagne leur donnait un avenir plutôt triste. Je me souviens de Paco. Paco avait peut-être 8 ans, moi j'en avais 6 ou 5. C'était donc en 41, 42 plutôt. Et parfois, dans le désespoir que nous avions nos gosses, une mère se creusait un tunnel en dessous des barbelés, passant d'un îlot à l'autre pour aller embrasser son enfant, parce que nous étions séparés. Alors déjà, il n'est rien de plus atroce que de séparer les familles gitanos. Mais Paco souriait toujours et gesticulant, parce que je comprenais pratiquement rien, me faisait comprendre que ma mère, cette nuit, certainement, va passer pour venir m'embrasser et me donner du courage et de l'espoir. Ma mère est venue 2 ou 3 fois. Elle a réussi sans se faire attraper. Mais Paco, nous avions l'habitude de nous endormir la main dans la main. Et un matin, la main de Paco devenait de plus en plus froide. Paco est parti et je suis toujours là. Rose, du coup, vos parents étaient dans les camps et vous êtes des enfants de la retirade. Quels souvenirs d'enfants racontés avez-vous vécu?
Alors, mon papa donc, a été interné dans le camp de concentration d'Argelès en janvier 1939. Et ma mère, qui était enceinte de moi, n'a pas pu suivre son mari. Et je suis restée dans le village catalan espagnol, chez mes grands-parents, avec ma sœur aînée, maman et mes grands-parents. Je suis née le 10 février 1939, donc quelques jours après que papa était passé par la frontière. Et c'est pour ça donc, que maman n'avait pas pu suivre son mari. Et alors, ce que je sais de la vie de mon père, je l'ai su surtout par maman, parce que mon père ne nous en parlait pas. Il avait été tellement malheureux d'avoir perdu la guerre. Il s'était battu pour un idéal et malheureusement, s'était invaincu. Dans le camp, il avait souffert, évidemment. Les premiers temps, il n'avait rien. Il n'avait que des trous pour dormir. Il faisait des trous dans le sable. Il mettait la manta, la fameuse couverture que les soldats avaient sur leur épaule quand ils combattaient. Et il n'avait que des branchages pour mettre au-dessus de leur tête. Les premiers temps, ça a été terrible. Donc, il a beaucoup souffert de cette vie dans les premiers jours. Après, le camp s'est organisé et tout doucement, il y a des baraques qui se sont construites et ça s'est arrangé. Et pendant ce temps, donc, moi, je suis née dans le village catalan et ma foi, je ne me rappelle pas. Le peu que je sais, c'est ma mère qui nous l'a raconté et puis ma sœur Ascension qui m'en a parlé aussi. Et quand les souvenirs que j'en ai, donc c'est par maman, quand elle parlait de la retirada, c'était un mot que de jeune, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Je savais que c'était un mot qui devait être pas bon et difficile parce que c'était triste. Et je ne l'ai su que quand plus âgée, quand j'ai commencé à comprendre. Et puis après, c'est avec l'association Free que j'ai appris beaucoup de cette histoire. Et j'ai compris ce que mon père avait passé, ce qu'ils avaient souffert et ce qu'ils avaient perdu. Voilà. Alors, voilà. Peut-être pouvez-vous préciser ce qu'est l'association Free ? Voilà, alors l'association Free a été créée en 1999 par la commune d'Argelès-sur-Mer. Ça faisait 60 ans que la retirade avait eu lieu et la commune d'Argelès a voulu donc commémorer ces gens qui avaient été internés dans le camp. Et pendant une semaine, il y a eu beaucoup de manifestations. Il y a des gens qui sont venus de toute la France, des gens qui étaient aussi des républicains espagnols ou des descendants. Et à la suite de cet événement, il s'est créé l'association Free. Alors, c'est fils et filles de républicains espagnols et enfants de l'Exode. Et donc, le siège social est au mémorial d'Argelès, qui a été créé par la commune d'Argelès à l'époque, il y a quelques années. Et donc, voilà, c'est une association qui groupe tous les témoins qui, hélas, disparaissent de plus en plus parce qu'ils sont de plus en plus âgés. Mais il y a les descendants, quand même, on a l'espoir qu'il y aura les enfants, les petits-enfants qui, quand même, nous rejoignent. Et donc, c'est une association très fournie qui fête des événements. En février, nous faisons les chemins de la retirada. On appelle les caminos de la retirada. On refait des marches qu'ont empruntées les réfugiés quand ils se sauvaient de l'Espagne. Et après, donc ça c'est au mois de février. Après, nous fêtons l'événement de la Seconde République espagnole en avril. En novembre, le 14 novembre, nous aurons une conférence qui parle des collectivitismes. Et puis après, donc, en décembre, au cimetière des Espagnols,
qui se trouve à Argelès, où sont enterrés les enfants morts dans le camp d'Argelès. Il y a une cérémonie à ce cimetière. Voilà, nous faisons des événements au cours de l'année et notre association, pour le moment, se porte très bien. Et vous tous, Ali, Peter, Rose et Tony, qu'est-ce qui vous incite à venir témoigner au mémorial? Et à quoi, ainsi qu'à qui, votre témoignage doit-il aider? Alors moi, pour ma part, au niveau de la communauté harki, les témoignages sont importants pour deux raisons. Transmettre cette histoire et cette mémoire de nos parents dans les conditions dans lesquelles ils ont vécu, que ce soit dans les camps de transit comme dans les hameaux de forestage, et surtout transmettre cette mémoire aux futures générations avant qu'elles se perdent, parce que malheureusement, ce ne sont pas nos enfants qui vont transmettre cette histoire et cette mémoire, parce que ce n'est pas leur histoire. C'est la nôtre, nous les enfants, qui sont passés par les camps de transit ou les hameaux de forestage, c'est à nous de la transmettre. Sachant très bien aussi que dans les programmes scolaires, que ce soit la guerre d'Algérie, la vie des harkis dans les camps ou les hameaux de forestage, le rapatriement, ils en parlent très peu. Beaucoup de professeurs d'ailleurs d'histoire font un passage éclair de la guerre d'Algérie et les conditions de rapatriement et la vie dans les camps et les hameaux de forestage. Moi, personnellement, je témoigne avec un ancien harki en partenariat avec l'ONAC dans les lycées et les collèges. Et la première des questions qui nous est posée par les étudiants, pourquoi votre papa a choisi de s'engager auprès de l'armée française? Et quand on leur demande à toutes et à tous, savez-vous ce que c'est un harki? La première des choses, ils nous répondent, ce sont des traîtres. Pourquoi? Parce que l'histoire leur est mal expliquée par leurs grands-parents ou leurs parents. Elle est mal transmise déjà dans certaines familles. Et c'est à nous de leur expliquer ce parcours que nous avons chacun et chacune, sans prendre parti envers l'un ou vers l'autre. Moi, je leur dis toujours, mon père a fait un choix, comme beaucoup de harkis. Certains n'avaient pas le choix de s'engager avec l'armée française. Et si votre papa a fait un choix de son côté aussi, ou votre grand-père, c'est qu'il a fait peut-être le bon choix. Voilà. Je voudrais attirer l'attention de vous tous, mais surtout des jeunes. Dans ce camp de Rivesaltes, nous souffrions tous de la faim. Nous avions faim, c'était la disette, la famine. Et aujourd'hui, nous découvrons de plus en plus que dans les prisons, pour les détenus, que ce soit détenus par des groupements en dehors de gouvernement, que ce soit des gouvernements eux-mêmes, la faim pour les prisonniers, pour les détenus, est une arme redoutable qui réussit à réduire, à restreindre et à tuer pratiquement ces gens. Alors, luttons ensemble. N'affamons pas ceux qui sont derrière les barbelés. Moi, j'ai mis la moitié de ma vie à guérir des maladies qui s'en suivent. Et je dois vous dire que ça se transmet sur les enfants et les générations qui suivent. Merci. Oui. Qu'est-ce qui vous incite à témoigner au mémorial et à qui ainsi qu'à quoi votre témoignage doit-il aider? Alors, ce qui m'incite déjà, c'est pour honorer la mémoire de tous ces républicains espagnols qui ont combattu, qui ont vraiment combattu pour un idéal,
un pays libre, enfin, que tous les habitants soient égaux, pour une liberté que l'Espagne n'avait pas à l'époque. Et ils ont vraiment combattu cette guerre avec cet idéal. Alors, je veux témoigner justement pour parler d'eux, pour témoigner et les honorer. Et pour dire aussi je veux remercier l'école française, pour les petits Espagnols que nous étions. L'école nous a accueillis sans faire de différence avec les petits Français. Mon père avait compris que et on ne retournerait plus en Espagne, que la seule chose qui pouvait nous aider, c'est de combattre l'ignorance. Et pour lui, c'était l'éducation de ses enfants. Et donc, on est allé à l'école. Je remercie les enseignants de l'époque, la République française, l'école de la République française, laïque, qui vraiment nous a soutenus, nous les petits Espagnols. Et puis, je veux dire merci à mon père, parce que quand j'étais petite, je savais que j'étais différente des autres. Il y avait quand même une différence. J'étais une petite étrangère. Et quand j'ai compris l'histoire de la retirade et de la guerre d'Espagne, ce que mon père avait fait, ce qu'il avait sacrifié, ce que ma mère avait sacrifié, recommencer une nouvelle vie dans un pays étranger, avec rien, et tout ce qu'ils ont fait pour nous élever et qu'on arrive à être au niveau au moins de tous les autres petits Français, je le remercie et vraiment, je veux témoigner parce que je veux dire qu'avec du travail, de la volonté et avec les notions que mes parents nous ont inculquées, on y est arrivé. Et je les remercie. Ils étaient peut-être un peu durs, mais je les remercie parce qu'aujourd'hui, ça a porté ses fruits. Et voilà, je voudrais dire aux jeunes qu'avec du travail, de la volonté et beaucoup de courage, on arrive toujours à s'intégrer et à s'en sortir. Et donc pour moi, le message que je voudrais faire passer, c'est que premièrement, je tiens à remercier Céline pour l'invitation, ainsi que toute l'équipe. Et c'est quand même grâce à vous qu'aujourd'hui, on peut passer ces messages-là. Parce qu'avant, eh bien, pas pour moi, parce que ma génération à moi est différente, mais je sais que dans mes origines, il est très difficile de se faire entendre. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, puisque quand on parle, quand même, on a réussi à s'intégrer et on nous écoute. Autrefois, c'était différent. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a tellement eu de souffrance dans ce camp, autant physique que mentale, qu'il est très important pour moi aujourd'hui et pour nous tous de venir et de transmettre ce message et de faire rappeler qu'il y a eu un temps où beaucoup de gens ont souffert. Et on a tendance à l'oublier. Et je voudrais que personne n'oublie ce temps-là et le faire perdurer. Et c'est pour ça que je dis que merci à Céline et à toute l'équipe, parce que c'est grâce à vous si nous, aujourd'hui, on peut venir et transmettre ce message. Et c'est ce que je voulais dire, c'est tout. Souvenez-vous de ce qui s'est passé. Alors moi, je voudrais vous parler vite fait des conditions de vie des familles de harkis, en particulier celles de mon père et de ma mère. C'est vrai qu'ils n'en parlaient pas beaucoup déjà, c'était tabou. Par honte du gouvernement de l'époque, ils les avaient abandonnés dans ces camps de transit. Comme disait M. Pérez, ils ne mangeaient pas à leur faim. Ils ne mangeaient pas à leur faim, puisque c'était l'armée qui leur amenait par camion les denrées alimentaires, par famille, en fonction du nombre de personnes dans le cocon familial. Surtout, il y avait cette méfiance, qu'est-ce qu'on leur donnait à manger? Vous savez que chez les musulmans, on ne mangeait pas de porc. Les familles avaient cette crainte que l'armée leur donne du porc à manger, leur faisant croire que c'était du bœuf ou de l'agneau ou autre. Par la suite, les familles ont demandé
à ce que l'armée amène les denrées alimentaires et c'est elle-même qu'elle faisait cuire leurs aliments pour être rassurée. Ça, c'était important. Ensuite, il y avait les conditions de vie sous les tentes de 62 à 63. Elle vivait dans des tentes avec du chauffage au charbon de bois. Les conditions d'hygiène déplorables. Malnutrition des enfants. Malheureusement, entre 62 et 64, il y a eu plus d'une cinquantaine d'enfants qui sont décédés dans ce camp de transit de Rivesaltes. Moi-même, j'ai perdu mon frère jumeau. Il avait 2 mois et demi. Il a été enterré dans un terrain vague. On appelle ça maintenant, pour nous, c'est un cimetière sauvage, par l'administration militaire, dans des conditions atroces. Ils n'ont été retrouvés que dernièrement, 60 ans après, à la demande des familles que nous-mêmes, nous avons fait des recherches et nous nous sommes posé ces questions, où étaient inhumés les disparus de Rivesaltes. Et récemment, suite à diverses réunions qui se sont passées en préfecture des Pyrénées-Orientales, à la mairie de Rivesaltes et ici au mémorial même, sous l'égide de la ministre des Armées et des anciens combattants, on a appris que les sépultures de ces enfants ont été exhumées et transférées au cimetière de Saint-Saturnin de Rivesaltes dans 4 caisses qui ont été retrouvées dernièrement et que le maire de Rivesaltes a fait transférer au laboratoire sous la responsabilité du professeur Adalian pour établir si ce sont bien ces enfants qui avaient été inhumés dans les années 60 et transférés en 85 vers le cimetière Saint-Saturnin. À ce jour, nous attendons prochainement, nous allons avoir une visio avec le professeur pour qu'il confirme bien que ce sont bien ces enfants qui avaient été exhumés dans ces années-là et qu'ils appartiennent bien à nos familles. Et pratiquement, il n'y a aucun doute. Mais ce que nous voulons savoir, nous maintenant les familles, c'est que la vérité soit faite et les responsabilités de chacun et de chacune de ces 3 administrations, soit les responsabilités du maire, de l'État et du conseil départemental de l'époque qui ont pris ces décisions de transférer ces corps, surtout sans en avoir informé et avisé les familles. Voilà. Alors, je voudrais saisir l'occasion maintenant pour moi de vous dire merci à vous tous de l'équipe du mémorial. Je ne l'ai pas fait jusqu'à présent. Et d'enchaîner à dire merci aux habitants de ce petit village de Laconette, dans le Minervois, qui avait une petite mine de lignite et où sont atterris pas mal d'anciens détenus, qu'ils soient républicains ou gitanos, de la retirada, que ce soit quelques juifs, que ce soit quelques Polonais, Ukrainiens perdus, et qui se sont là retrouvés. Et je voudrais dire merci aux grands ou arrière-grands-parents de ces habitants de Laconette, parce que ce sont eux qui, pour la première fois, ont donné à ma famille et à tant d'autres familles de rescapés de Rivesaltes et d'autres camps tout autour de la région, l'espoir qu'on pouvait à nouveau manger et dormir dans un drap propre. Je me souviens d'une jeune paysanne effarée de nous voir parce que nous n'avions pas l'air très sains, nous étions sales et nous étions plus morts que vifs. Il y avait 1 litre d'huile, il y avait un pain entier, il y avait un drap de lit blanc et propre. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça peut donner d'espoir pour un futur. Moi, j'étais un gosse. Et de cet espoir, je vis encore. Merci. Moi, je vais expliquer que quand mon père est sorti du camp,
nous n'avions rien. Et alors, les propriétaires du château de Valmy ils ont été au camp pour chercher de la main-d'œuvre et ils avaient besoin d'ouvriers agricoles parce que leurs ouvriers étaient mobilisés puisque la guerre en 1940 avait éclaté en France. Et il est sorti du camp pour pouvoir trouver du travail et on lui a donné du travail au château de Valmy. On lui a donné un toit, c'est-à-dire un mas derrière le château de Valmy. Et c'est là qu'il est venu nous attendre à Presse de Mouillot. Il a loué un taxi et il est venu nous chercher à Presse de Mouillot. Maman avait payé un passeur pour pouvoir rejoindre son mari. Et avec ce passeur, ma sœur aînée et moi, le passeur m'a mis sur les épaules, une couverture sur la tête pour ne pas que je pleure, parce qu'on n'était pas loin de la frontière. La frontière, évidemment, était fermée. Nous, on était des clandestins, on était des apatrides, on était des interdits. On n'avait pas le droit d'aller en France. C'était en 1940. Le passeur a laissé maman au pied de la montagne. Il lui a dit, voilà, vous continuez, vous montez, et après, vous atterrirez au village de Presse de Mouillot. Et c'est là que nous avons atterri, maman, ma sœur Ascension, ma sœur aînée et moi, à Presse de Mouillot. Et après, nous avons été dans ce mas. Et il faut dire que les conditions là étaient terribles parce qu'il n'y avait ni eau, ni électricité et vraiment, nous n'avions rien. Et il y a eu la solidarité quand même de pas mal de personnes d'Argelès qui ont aidé papa, qui nous ont donné des instruments. Nous n'avions rien. Maman était venue qu'avec une valise, donc il n'y avait rien. Et papa, quand il a travaillé dans le château de Valmy, à l'époque, il y avait les Allemands qui étaient installés dans ce château de Valmy. Et comme à la maison, il n'y avait pas, c'était un peu la misère, on peut dire, papa a vu que les soldats, ils avaient des chevaux, ils donnaient des pains de seigle, du pain un peu noir, du pain de seigle, enfin, et pour les chevaux. Et papa, un jour, en a pris un pour nous le porter à la maison. Et un soldat allemand a vu ça. Et il a dit, papa a dit, voilà, c'est pour mes enfants. Mon frère, entre-temps, était né, donc il y avait 3 enfants à la maison. Et alors, il a dit, voilà, c'est pour mes enfants. Et à partir de ce jour, tant que ces soldats ont été basés dans le château de Valmy, mon père a eu un pain propre, de seigle, sûrement, pour nous. Alors, c'était pour vous dire que quand même, il y a eu aussi de l'entraide de tous les côtés et que tout n'est pas ni blanc ni noir. C'est toujours, il y a aussi de la bienveillance de tous les côtés. Et si on a pu s'intégrer, il y a eu quand même de la gentillesse aussi de tous les côtés. Et tout n'est pas toujours mauvais, quoi. Voilà. Je voulais raconter cette anecdote pour dire que quand même, on a été aidés de tous les côtés, quoi. Voilà. Bien, donc pour moi, ce sera juste 30 secondes. Je vais expliquer un peu le ressenti de mon grand-père quand il a su qu'il pouvait venir récupérer son frère. Sur le moment, il nous expliquait qu'il était tout fier et surtout heureux de pouvoir sortir son frère. Mais quand il arrive ici, au camp de Rivesaltes, cette joie lui est sortie de lui parce que quand il sort son frère, ainsi que sa belle-sœur et ses neveux, il reste beaucoup de monde dans le camp. Et il nous explique que ces gens le regardaient triste. Et cette joie lui est partie totalement. Et il nous expliquait qu'il aurait bien aimé pouvoir sortir tout le monde, mais que ce n'était pas possible. Et il avait beaucoup de peine pour tous ceux qui étaient restés là. Et ça l'avait beaucoup marqué. Voilà, c'était juste ça. Peut-être d'abord, je voudrais vous remercier et dire à quel point vos témoignages disent exactement quel est le travail que nous menons au mémorial. Et je laisserai Madame la directrice en dire plus, évidemment, mais je voudrais juste insister sur quelque chose qui, pour moi, historien et pédagogue,
est fondamentale. Et j'ai été très touché de ce que vous avez dit, parce que dans chacune de vos interventions, il y a la question de la fraternité, il y a la question de l'entraide. Et vous, Madame Rose, vous avez justement expliqué que pouvait y avoir des gestes d'un soldat allemand qui n'était pas forcément satisfait d'être là non plus. Bref, toute cette question de l'humanité, en fait. Ici, ce que nous développons, et vous en êtes vraiment les témoins magnifiques, c'est nous développons l'universel humain ou l'universel fraternel. Et d'ailleurs, dans les témoignages qu'on a du camp, on voit bien que les petits Espagnols jouent avec les petits gitanos, comme vous dites, avec les petits Juifs. Il y a une sorte de porosité, en fait. Nous sommes l'inverse de la concurrence des mémoires. Nous sommes l'alliance des mémoires souffrantes qui portent en elles-mêmes un espoir pour les générations futures. Madame la directrice. Je me joins au remerciement qu'a émis effectivement Benoît Falaise. Merci pour l'émotion, merci pour la vérité. Merci pour la force de vos mots à tous les quatre. Les témoins sont l'ADN du mémorial du camp de Rivesaltes. Et la jeunesse en est l'avenir. Cette table ronde, je crois, dresser un pont entre le souvenir que vous portez et l'espoir pour demain. C'est d'ailleurs cette recherche dont parlait Monsieur le Président, vivante, exigeante, qui nous guidera dans la prochaine table ronde. Et entre les deux, je vous invite à suivre l'onde musicale des enfants du quartier du Vernet de Perpignan, qui vont jouer une partition qui relie la mémoire à la connaissance. Merci. No.
until the last.